on a déjà un bon acteur pour notre école de la durabilité en 2023. L'invitation est lancée. Bien. Donc, prochaine présentation, donc avancée, c'est celle de Guillaume Habert, mon ami Guillaume, qui, après des études de biologie et de géologie, à l'ENS Paris. Il a fait un doctorat d'abord à Toulouse sur la géologie structurale. Ensuite, il a exercé sur les pouzzolanes. Plutôt, il a fait des travaux en minéralogie des roches naturelles pour explorer comment les argiles et les pouzzolanes peuvent être utilisés comme substitut du ciment. Ensuite, il a été au feu LCPC, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel, de 2007 à 2012, avant de rejoindre l'ETH Zurich, où il est titulaire de la chaire de construction durable là-bas. Et donc aujourd'hui, je l'invite à nous dire un petit peu ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe à l'ETH Zurich sur les matériaux biosourcés. Donc, Guillaume, à toi l'honneur. Oui, oula, il y a un monsieur qui passait avec un... Ça marche? Oui, un monsieur super. Qui passait avec Bonjour, un gros chariot. Bonjour, et merci beaucoup pour cette belle introduction et merci pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir assister à tout le GDR et ouais, je suis on organise ça tombe au moment de la conférence Sustainable Built Environment Conference qui est organisée à Berlin, co-organisée par moi et du coup voilà. Mais vu que Sofiane en fait me fait à Zurich, on s'était dit que c'était le bon moment pour commencer les discussions. Est-ce que Très bien, voilà, tu as commencé à partager ton écran. On voit très bien. Tac, comme ça. Là, j'ai net. Parfait, vas-y. Ok, du coup, je vais faire un peu rapidement parce que je sais que vous avez en plus, je vous pique la pause. Alors, quand même, mais du coup, c'est juste pour vous donner un peu un aperçu de ce qu'on fait à Zurich. Sur les biosourcés et les géosourcés, je pense qu'en gros, pour faire simple, sur les biosourcés, on fait surtout de l'analyse de cycle de vie et sur les géosourcés, on fait surtout du développement de matériaux. Donc, en gros, sur les biosourcés, on a travaillé pas mal sur l'ACV dynamique, enfin, ou en tout cas, c'était Francesco Pitao à l'époque, qui maintenant est à Politecnico di Milano. Et on avait fait, et ce qui me semble intéressant, en fait, dans cette logique d'ACV dynamique, c'est de prendre en compte, du coup, en gros, ici, c'est le forçage radiatif, l'influence du forçage radiatif sur si on met un isolant, est-ce qu'on met de l'isolant de la paille, du chanvre ou du bois, ou évidemment du polystyrène. Et on voit l'influence en voyant que voilà, le biosourcés globalement refroidissent l'environnement et le fossile le réchauffe. Mais ce qui était intéressant vraiment, c'est de voir aussi, je pense, la vitesse de croissance, ce qui n'est pas encore pris en compte dans la réglementation actuelle française. C'est-à-dire qu'il y a un avantage dans la CV dynamique pour les biosourcés, où on peut mettre en avant le stockage de carbone, mais on ne prend pas en compte le fait que voilà, un arbre met 80 ans à grandir et la paille met qu'un an, et qu'en fait, il y a une différence. Et du coup, ça, c'est les études, donc c'est pas du tout de moi, mais c'est de Cherubini, Guest et autres qui travaillent plutôt en Norvège, qui ont mis cet indicateur qui est super intéressant, je trouve, qui s'appelle le GWP Bio Index, et qui montre voilà qu'en gros, le stockage, enfin, le carbone storage, on va dire, il est intéressant si je décale, en gros, si je mets des plantes à croissance rapide et que je les mets dans l'environnement et que je les stocke pendant très longtemps. Donc, en gros, ils mettent en relation ici la période de stockage dans l'environnement construit, en gros, et la période de rotation. Et qu'en gros, on dit, voilà, si je mets pendant 50 ans une botte de paille qui normalement, le CO2 serait relâché en un an, et en fait, je le stocke pendant 50 ans, j'ai un avantage. Si au contraire, je prends un parquet en chêne que je brûle au bout de 10 ans,
et que en fait l'arbre met 100 ans à grandir, je ne peux pas considérer que j'ai du stockage de carbone. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc ça, je pense que c'est vraiment ça qu'on a essayé de montrer ou sur lesquels on travaille pour essayer de mettre en avant des plantes biosourcées à croissance rapide. L'intérêt des plantes biosourcées à croissance rapide, après, du coup, les travaux qu'on a fait aussi, c'est plutôt à l'échelle du bâtiment. Et ça, c'est des travaux aussi avec Francesco et Olga Carcassi, qui maintenant ils sont publiés, où c'est l'idée de se dire, voilà, du coup, si j'ai un matériau à croissance rapide et que je peux calculer et prouver que j'ai un stockage de carbone, à ce moment-là, je peux essayer de construire un bâtiment qui est neutre en carbone. Et le bâtiment neutre en carbone, ou neutre pour le climat, en fait, plutôt, vraiment, c'est un bâtiment où j'ai ce qu'on appelle un régime matière, où j'aurai une proportion de matériaux appropriés dans mon bâtiment, en gros moins de fenêtres, très peu une structure optimisée en béton ou en bois lamellé collé ou tout ça, et puis après des enduits terre et puis une façade en botte de paille en gros. Et, et d'essayer de voir du coup un bâtiment comme un assemblage de matériaux dont la somme serait neutre pour le climat. Et ce qui permettrait d'éviter d'être lié à des techniques plus que hypothétiques sur le stockage de carbone ou d'autres pour en fait arriver à la neutralité carbone. Et évidemment, la question, et après les questions qu'on a, c'est OK, si je peux faire un bâtiment neutre pour le climat, comment ça marche à l'échelle du stock. Du coup, on a pas mal de travaux sur plutôt la dynamique, c'est-à-dire que si si je construis un bâtiment, c'est bien, mais si en fait j'ai une explosion de la population, il va falloir que je construise plein de bâtiments, ou au contraire, s'il va falloir que je rénove mon stock. Et donc, on a fait des travaux, ça c'est un exemple, par exemple, en Afrique du Sud, où avec Verena Gusfein, où on regardait un matériau donc où on avait en fait, des déchets de plantes invasives, c'est-à-dire en gros de l'eucalyptus qui grandit partout et qui sont en train de couper pour diminuer l'invasion des plantes. Et en fait, de se dire, en fait, c'est bout de bois, en fait, je peux les faire du béton à base de biosourcés. Et quelque part, du coup, je peux quantifier entre mon quantité de ciment que je mets, mon quantité de wood chips et ma typologie de bâtiment, en gros, pour essayer d'arriver à quelque part un mix optimisé et un type matériaux de bâtiment, en gros, où je fais plus des bâtiments de plus d'étages que des maisons individuelles, typiquement, pour arriver à quelque chose où, en fait, mon stock et mon évolution de mon stock, malgré le fait que je vais avoir un boom de l'urbanisation, j'arrive quand même à quelque chose qui est presque zéro au niveau du carbone. Du coup, ça, c'est un peu ces questions-là. Et forcément, si on est à l'échelle du stock et de, et, et de se dire, j'utilise mes ressources pour contrebalancer mon urbanisation ou pour améliorer ma consommation, mon efficacité énergétique en faisant de la rénovation, forcément, la question la question d'après qui est cruciale, c'est quelle est la disponibilité de la ressource. Et pour ça, les travaux qu'on a faits et qui devraient, bon, où il y a encore beaucoup à faire, je pense, c'est qu'en fait, les biosourcés, ils demandent de l'espace, en fait. Et, et donc, en fait, j'ai une relation assez rapide entre ma demande en matériaux et ma surface voilà, ma surface dont j'ai besoin. Et donc, on a fait des travaux, ça c'est encore Verena, qui est publié sur cette Land Availability in Europe for Radical Shift Towards Bio-Based Construction, où en fait on regarde supply demand, c'est-à-dire quelle est la quantité de matériaux dont on va avoir besoin pour la rénovation, pour la nouvelle construction, et quelle est la possibilité de supply en termes pour la paille, pour le liège, pour le chanvre, pour les déchets de bois. Et où en fait on montre, alors du coup c'est à une échelle quand même assez élevée, c'est ça le problème, mais on montre que si on regarde les différentes régions européennes, en fait on est toujours à peu près à maximum 10% de la demande, c'est-à-dire que la demande ne consommera que 10% du supply, c'est-à-dire qu'on est en super surcapacité de production. Même si on prend en compte le fait qu'il va falloir qu'il y ait 30% de toutes les façons de la production, par exemple de paille, qui reste sur le champ pour assurer
la continuité de voilà, le management du soil, en gros. Et du coup, à une échelle qui est assez globale, c'est-à-dire à l'échelle européenne, sans rentrer dans le détail de la logistique et c'est un peu ça, je pense, la difficulté, et des marchés, et ouais, des compétitions entre marchés, on a assez de matériaux, quoi. C'est un peu la même étude qu'on a faite et là récemment, où en regardant à l'échelle mondiale, du coup, pareil, quantité de surface qui peut produire de la paille, quantité de matériaux dont on a de demandes de bâtiments pour différentes régions. Et en fait, on avait regardé en se disant, dans les pays du Nord, l'essentiel du stock est construit. Du coup, c'est essentiellement de la rénovation. Du coup, est-ce que la paille peut combien est-ce de demandes de matériaux pour la rénovation? Et au contraire, dans les pays du Sud, l'essentiel de la construction, c'est nouvelle construction et de regarder plutôt en bambou. Et du coup, enfin, ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on va travailler encore un peu plus. Mais c'est vraiment, en fait, c'est d'essayer de quantifier mieux la disponibilité des ressources qui sont vraiment utiles pour la construction, dans le sens où il y a une certaine tendance, on va dire, nationale, européenne et mondiale, de dire le bois va nous sauver, il faut tout construire. Il y a voilà, pas mal d'articles dans Nature Climate Change aussi maintenant sur les Timber City et des choses comme ça, où en fait, si on regarde, si on est sérieux, les forêts, elles sont dans le nord, c'est-à-dire là où on n'a pas besoin de construire, et là où on a besoin de construire, il n'y a pas de forêt. C'est dans l'Asie du Sud-Est, où il y a des forêts tropicales qu'il faut absolument préserver. Donc en fait, cette question de, de, ouais, de caractériser quelles ressources, à quel endroit et quel est le besoin, en disant pour la rénovation, peut-être que le bambou, enfin la paille a un certain intérêt, pour la nouvelle construction, le bambou a un certain intérêt. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Voilà. Et évidemment, il y a la question des matériaux, la disponibilité. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout travaillé, enfin à peine, l'analyse cycle de vie des champignons, mais il y a sûrement un potentiel assez important, parce que là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de surface, c'est pas lié à la surface, il n'y a pas besoin de lumière. Euh, et l'étude qu'on avait fait d'ACV, elle montre quand même que ça, c'est les bambous comparé à d'autres systèmes constructifs. Il y a un stockage de carbone qui est super intéressant. Il y a un besoin énergétique pour la production qui est a priori un peu plus élevé que les autres. Du coup, il y a un besoin d'optimisation, mais il y a potentiellement un intérêt en termes par rapport à d'autres matériaux d'isolation, et puis par rapport à la quantité de stockage de carbone qu'on peut obtenir avec des mycéliums. Voilà, ça c'est les biosourcés. Du coup, c'est beaucoup plus ACV et autres questions liées. Et géosourcés, on travaille beaucoup plus sur la terre coulée. Ça, c'était un film. Je ne sais pas si je vous mets le film, si vous avez encore l'énergie. C'était PhD qui était soutenu en 2018, qui était fait par Nian Landreau, où on regardait avec les terres d'excavation, est-ce qu'on peut réussir à défloculer la terre pour la rendre liquide? C'était avec du sodium hexamétaphosphate, et de la recoaguler après avec de l'oxyde de magnésium. Et en gros, d'avoir un mélange où on a, voilà, sodium hexamétaphosphate, magnésium, pour avoir un matériau qui pourrait être liquide, donc potentiellement coulable dans un coffrage, et qui pourrait être démoulé après 24 heures et qui soit sans ciment. Dans l'idée qu'en fait, pour aller juste un tout petit peu dans la chimie, mais le sodium hexamétaphosphate, il va défloculer les argiles, et, et en fait, l'oxyde de magnésium va réagir avec le sodium hexamétaphosphate à un moment, et va en fait précipiter de phosphate de magnésium, et donc va enlever l'effet défloculant du sodium hexamétaphosphate en le faisant précipiter. Et du coup, on va retrouver la consistance initiale de l'argile. Et donc, on peut avoir un matériau qui est liquide pour le coulage, mais qui a très peu besoin d'eau, et qui du coup peut être stiff enough pour être décoffré et devoir sécher après. Voilà, donc ça, c'est les travaux qu'on a fait. Voilà ce que je disais. On met du sodium hexamétaphosphate, c'est liquide, et après, au même moment, on met un coagulant, mais il met du temps à réagir, et le coagulant réagit sur le sodium hexamétaphosphate, et du coup, rend voilà. Ça, peut-être je vais vous passer.
et les travaux sur lesquels on fait maintenant, parce que le phosphate et le magnésium, c'est sympathique, mais c'est quand même assez limité et très cher et pas obligatoirement, faut quand même les produire. Du coup, on a travaillé sur les tanins, c'est-à-dire est-ce que les tanins pourraient avoir les mêmes effets en termes de défloculation, par exemple. Et du coup, effectivement, ça c'est ça c'est des tanins octanines où on voit ou que selon ils sont ici plutôt les tanins. Là, il y a 0% de tanins et on rajoute du sodium hydroxyde et qu'en gros la combinaison tanin soude permet d'avoir un défloculant qui est super efficace en fait. Puisque je suis à 0,3% de tannine par rapport à la terre, par rapport aux argiles, et j'ai genre 0 de yield stress, quoi. Et l'intérêt des tanins, le double intérêt, c'est que du coup, ils permettent de faire un défloculat des argiles, et qu'en plus, si je les combine avec du fer, ils permettent de procurer des résistances à l'eau. Donc en gros, ça veut dire que si je combine tanin et oxyde de fer, je peux potentiellement avoir quelque chose qui est liquide, que je peux coffrer, et qui, quand je décoffrerai, sera résistant à l'eau parce il sera combiné avec les oxydes de fer. Donc ça, c'est les travaux actuels sur lesquels on travaille. C'est Yi Du qui fait sa thèse, qui va finir en décembre et qui cherche un postdoc si vous êtes intéressé par lui. Et voilà. Et après, on travaille sur des ciments alternatifs, mais je pense que ça, c'est plus du domaine que la, ouais, la classique des ciments alternatifs, géopolymères, pouzzolane et autres. Voilà, j'étais hyper rapide. Merci Guillaume, très très bien. Il va y avoir, on va pas te lâcher comme ça, il est 10h49, je sais qu'à 11h tu as un engagement. J'ai 3 petites questions, elles sont sur le chat et c'est très bien qu'elles soient arrivées avant que tu t'en ailles. Tout d'abord, sur la paille, ce qui a été analysé ou présenté là aujourd'hui, est-ce que c'est la quantité de surface disponible, donc qui peut produire de la paille, ou surface actuelle. Ah, donc c'est la surface actuelle. La surface actuelle de production. Ouais. Et sur cette surface actuelle, on enlève 30% parce que, de production, parce qu'on dit 30%, il doit rester sur Terre. Il doit rester sur la Terre. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Par contre, le gros problème, c'est que en fait, du coup, on a 70%. On dit, regardez, il y en a beaucoup, mais en fait, il y a d'autres personnes qui veulent la paille. Il y a les agriculteurs. Du coup, c'est là la limite. C'est-à-dire que si personne d'autre ne l'utiliserait, on ne consommerait que 10% de ces 70% qui restent. Exactement. Mais il y a d'autres personnes qui l'utilisent. Tout à fait. Voilà. Deuxième question, y a-t-il des études sur l'intérêt des champignons comme agglomérants? Ouais, pas, je veux dire, pas chez moi. C'est un petit peu la TU Eindhoven. Hein. Bon, voilà, je réponds. Voilà, il y a des études plutôt au niveau architecture et design qui vont plutôt se dire quel est le dimensionnement de construction avec des champignons, mais je pense pas qu'il y ait vraiment d'études sur le. Ouais, malheureusement. Mais c'est intéressant. Autre question, que pensez-vous de la vitesse de croissance du matériau fibre d'herbe, donc l'herbe, hein, qui nécessite 2 à 3 coupes par an? Oui, c'est la même. Ouais. Oui, j'imagine. Mais c'est la même logique. Je demande, oui, Agnès. Si on peut avoir une méthode qui montre la différence entre le cycle dans le cycle socio-technique, enfin, dans l'environnement construit et le cycle naturel, et qu'en fait, de dire le vrai bénéfice, c'est la différence entre ces cycles, c'est pas vraiment la quantité de carbone qui est fixée. À ce moment-là, la terre a un avantage gigantesque, et la paille ou l'herbe, pardon, a un avantage gigantesque par rapport à d'autres végétaux. D'autres végétaux. C'est-à-dire que, en fait, c'est que de se dire dans le matériau, j'ai une quantité de carbone, et là, pour moi, c'est ça qu'on quantifie, c'est dire, quantité de carbone, du coup, ça me stocke combien de carbone, du coup, ça refroidit l'atmosphère. Et en fait, ça, c'est oublier de prendre en compte que cette quantité de carbone, elle était dans un cycle naturel, et en fait, c'est voilà, le ralentissement de ce cycle naturel qui, en fait, refroidit, je pense.
Mais bon, ça, c'est, Exactement. bon, je pense qu'on n'est pas ouais, je suis pas le seul à y penser, mais c'est pas partagé par la majorité. Et donc, Tout à effectivement, fait. du coup, l'herbe aura un avantage gigantesque. Autre question, je passe à la terre, hein, parce que tu avais quand même plusieurs domaines qui ont été, on va dire, investigués dans ta présentation. Sur la terre, à quel moment on a introduit le coagulant? Bah, au début, c'est Ah, le problème. d'accord. Du coup, Ouais, il faut pas qu'il réagisse trop vite. Enfin, ça dépend de ce qu'on va voir comme application, mais c'est-à-dire si une fois que je mixe, hmm. je peux pas l'introduire, je peux pas l'introduire une fois que j'ai fait mon béton, quoi, en fait. Très bien. Donc, Très bien. il faut qu'il ait un temps de dissolution qui soit relativement lent. Et là-dessus, on a regardé aussi. C'est vrai que parce qu'en gros, du coup, typiquement l'oxyde de magnésium, c'est qu'en fait, il faut d'abord qu'il s'hydrate avant de réagir. Du coup, il a un temps de réaction assez lent. Tout à fait. Donc, c'est sur les produits secs, quoi. Si je prends du chlorure de magnésium, j'ai j'ai pas le temps de le mettre en œuvre, en fait. Ouais, c'est du flash. Il peut avoir un avantage pour le préfabriquer, enfin, pour faire des panneaux ou des. Exactement. Une dernière question, allez, dans l'application Terre, comment vous introduisez le coagulant? Donc, tu as répondu, elle est intégrée dès le début, c'est répondu. Est-ce que l'usage agricole a été analysé? C'est ça, c'est C'est justement, 70%, ouais. pour le moment, l'essentiel est dedans, mais c'est assez difficile. Bref, euh, les 70%, il faudrait prendre l'agricole et l'environnement construit. Tout à fait. Et, Tout à fait. ça, on ne l'a pas fait aussi parce que c'est assez difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment de marché en fait de la terre. C'est-à-dire que il y a les paysans, il y a beaucoup aussi de paille qui est laissée sur le sol. Ah, c'est obligatoire même, hein, parce que sinon, après, on met des intrants. Oui, ou qui reste dans Voilà. la ferme, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a il y a aussi le producteur de paille qui a ses vaches, et du coup, en fait, Ah oui, il faut que la il n'est boucle pas elle vendu. reste fermée quand même, hein, parce que si on met que des boucles ouvertes partout avec des entrées et des sorties, pas évident que le bilan soit positif au bout du bout. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Hein, on va te laisser à tes autres occupations du jour, une journée bien dynamique. Et puis nous, on va continuer. Désolé, oui, Il n'y a pas de souci, non, c'était très bien. Et puis à très bientôt à Zurich. Voilà. tout à fait. J'espère que ça sera l'occasion de renforcer ces collaborations. J'en suis absolument sûr. Voilà. Donc, merci à tous pour cette matinée. Il est 10h55. S'il n'y a pas d'autres questions, ah oui, les travaux sont transposables à l'impression 3D, assurément. Y avez-vous réfléchi? Oui, enfin, sur la Terre, un petit peu. On a des travaux, mais en Terre, je me pose pas mal de questions sur quelle est la bonne Bon. façon de. Mais bon. Bon, en tout état de cause, je le redis, si vous venez à l'école doctorale donc de Lorient, l'impression 3D Terre sera abordée le deuxième jour par Arnaud Perrault, donc il y a un petit et Simon Guilleneuf, spécialiste. Ça, on en a parlé au début, Guillaume. On a une école doctorale, une école du GDR à Lorient du 7 au 10 novembre. Donc, c'est des questions qui vont être